Salut, c'est Thomas Rozek. Il suffit de remonter le fil des épisodes de ce podcast pour constater que régulièrement, parfois par des biais détournés, on y aborde la question de l'environnement, du climat, de l'urgence qu'il y a à sortir de l'impasse civilisationnelle vers laquelle nous nous avançons, en faisant attention, cela dit, aux angles morts qui accompagnent toujours ces réflexions. Parmi eux, le sujet très sensible de l'impact écologique du numérique. Le numérique dont on ne peut pas se passer, le numérique qui permet tant de choses, notamment de fabriquer, de distribuer et d'écouter ce que vous êtes en train de faire, ce podcast. Et alors que la pression est forte sur les industries traditionnelles ou sur les grands acteurs du transport pour qu'ils améliorent leur modèle, on laisse souvent de côté le poids pourtant très concret de ces outils et de ces usages qui sont pourtant loin d'être neutres. Alors comment est-ce qu'on le mesure, ce poids ? Qu'est-ce qu'il représente réellement ? Comment est-ce qu'on l'allège, si tant est que ce soit possible ? C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Toutes ces questions et bien d'autres, je les ai posées à quelqu'un qui a l'habitude d'y répondre puisque c'est son métier. Frédéric Bordage, il est expert en numérique, fondateur de la communauté Green IT, consultant sur le numérique durable dont il est un des ardents défenseurs. J'ai commencé par lui demander si on était capable de dire quel était le coût écologique réel du numérique. On sait très bien mesurer le coût environnemental du numérique. D'ailleurs, on a publié une étude le 21 octobre dernier, donc en fin d'année 2019, sur l'empreinte environnementale du numérique mondial. Donc on sait que c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques. En gros, c'est 4% de l'empreinte de l'humanité, pour faire simple. Donc on sait très bien quantifier à l'échelle du numérique mondial, à l'échelle du système d'information d'une entreprise, à l'échelle d'un individu ou d'un service numérique comme prendre rendez-vous chez le médecin, trouver l'horaire d'un train. À tous les niveaux de granularité, on sait parfaitement, parfaitement c'est peut-être un peu exagéré, mais on sait quantifier de façon relativement précise les différents impacts environnementaux qui ont lieu. Comment on fait pour le mesurer justement ? Avec quels outils ? Alors on s'appuie sur la méthode standard, c'est un standard ISO, donc c'est un standard international qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Et donc c'est une méthode de quantification d'impacts environnementaux qui, en gros, à chaque étape du cycle de vie, prenons le cas d'un smartphone par exemple, on va regarder combien ça coûte à l'environnement de fabriquer le smartphone, puis de l'utiliser, puis lorsqu'il arrive en fin de vie. Donc à chacune de ces étapes de son cycle de vie, on va savoir combien il y a de contributions à l'épuisement de ressources abiotiques, donc les fameuses terres rares, minerais, etc. Combien il y a d'émissions de gaz à effet de serre qui va entraîner un réchauffement global, entraînant lui-même un dérèglement des climats, combien il y a d'eau, etc., etc. Ce qui, moi, me frappe, c'est le fait qu'on a l'illusion, et que se perpétue l'illusion que le numérique ne pollue pas, ou en tout cas pollue moins que le reste. Alors en fait, c'est lié à deux facteurs, cette illusion du numérique éthéré qui pollue pas. Le premier facteur, c'est que finalement, on n'y pense pas. C'est juste pas plus compliqué que ça. On se pose pas la question de comment fonctionne notre smartphone. Et je suis intervenu il y a 2 ans lors d'une semaine de la science dans une classe de 6e. Alors pour les élèves de 6e, ça fonctionnait, c'était magique, il y avait un côté magique et on se pose juste pas la question. Donc c'est déjà qu'il y a un défaut d'attention, on va dire, sur le sujet. La deuxième raison qui est plus grave d'une certaine façon, c'est finalement le marketing de l'industrie du numérique qui utilise sciemment des mots qui décorrèle les impacts environnementaux de la réalité, puisqu'on va utiliser des mots comme dématérialisation, machine virtuelle, cloud, donc les nuages complètement éthérés, etc. Et donc ça contribue à renforcer l'idée, si toutefois on l'a en tête, que le numérique n'a pas d'impact, alors qu'en fait les impacts sont colossaux. Pire que ça, même, on s'est construit aussi l'image du numérique comme étant vertueux quelque part pour l'environnement. Je pense notamment à cette grande mode qu'il y a eu un moment d'envoyer des mails avec marqué en bas pour préserver la planète, n'imprimez pas ce mail. Comme si justement le mail pouvait quelque part sauver un peu la planète. Alors c'est le cas un peu paradoxal puisqu'en fait un certain nombre de personnes qui envoyaient ces mails au format HTML avec une signature, donc une image relativement lourde pour dire n'imprimez pas ce mail, n'avaient pas conscience qu'en fait le simple poids de l'image avait plus d'impact que l'ensemble du texte envoyé, quoi, concrètement. Donc il y a un côté un peu paradoxal où parce qu'on maîtrise mal les sources d'impact du numérique, on croit parfois que utiliser le numérique c'est mieux pour la planète, alors qu'en fait c'est souvent différent, notamment dans le débat un peu où l'opposition qu'on a souvent, le clivage entre le papier
et les octets, finalement, le papier et les octets ont des impacts différents. Le numérique ou le papier, c'est juste pas les mêmes impacts, pas au même moment, donc pas aux mêmes étapes du cycle de vie, et c'est pas les mêmes types d'impacts. Donc les deux supports sont intéressants. Il faut juste les utiliser raisonnablement, et c'est pour ça que nous on parle beaucoup de sobriété numérique, parce que finalement l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, c'est d'avoir un usage raisonné, plus sobre du numérique. Est-ce que c'est seulement possible, imaginable? Je vais avoir l'air extrêmement pessimiste en disant ça, mais est-ce que les usages culturels sont enrayables vu la vitesse et le momentum qu'ils ont? Alors oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, le sujet, il y a les usages multimédia qui sont un cas à part, on va dire, parce que finalement, quand on regarde pourquoi on utilise le numérique, si on met de côté le fait de visionner des vidéos ou d'écouter de la musique, mettons ces usages de côté, qui sont des usages particuliers. Globalement, on utilise surtout le numérique pour consulter le solde de son compte en banque, commander un repas à distance, acheter à distance, prendre rendez-vous chez le médecin, trouver l'horaire d'un train, des usages qui sont des usages plutôt bien définis et qui ont pas forcément beaucoup d'impact. Donc ça, on sait très bien concevoir ces usages numériques en divisant par des facteurs. Il y a le fameux facteur 4 qu'on doit atteindre, c'est-à-dire réduire notre empreinte environnementale, la diviser par 4. Alors on sait très bien aujourd'hui produire des services numériques qui ont jusqu'à 1350 fois moins d'impact. Donc ça, on sait le faire. Pour la vidéo, c'est plus compliqué puisque finalement, ce qu'on crée comme besoin au niveau de la vidéo, c'est des vidéos de très haute définition. Et alors là, il n'y a pas de miracle quand même. Pour avoir une très haute définition qui s'affiche sur un très grand écran, il va falloir transporter beaucoup de données. Et plus on aura une haute définition, et plus globalement, on va avoir des impacts. Surtout si on veut pouvoir accéder à des contenus vidéo en temps réel. Parce qu'on sait très bien accéder à des contenus vidéo de très bonne qualité, mais ça s'appelle un Blu-ray ou un DVD. Enfin, moi, je reste sur mon idée que les usages culturels sont durs à faire refluer. Je pense notamment à tout ce qui est du récréatif pur, type réseaux sociaux, qui, à mon avis, enfin, vous me direz si je me trompe, ont un impact très fort, vu l'usage massif qui en est fait et la gourmandise en données de toutes ces plateformes. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une focalisation très forte sur les usages. Et c'est une erreur. Alors oui, c'est important. Alors à la fois, c'est important de comprendre quels sont les usages qui vont avoir le plus gros impact, et d'un autre côté, c'est une erreur. Oui, c'est important parce que on peut effectivement réduire un petit peu, être un peu plus sobre dans certains de nos usages, mais c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez fabriqué les autoroutes, vous avez fabriqué les péages, vous avez fabriqué les stations-service, vous avez fabriqué tous les véhicules qui vont rouler sur l'autoroute et vous avez fait le plein de l'ensemble de ce dispositif, fabriquer les raffineries, raffiner le pétrole, etc. Quand tout est prêt à être utilisé, finalement, nous, ce qu'on mesure dans nos études, notamment celles qu'on a publiées à la fin de l'année dernière sur l'empreinte du numérique mondial, c'est que le gros de l'empreinte, 2/3 à 3/4 des impacts du numérique, c'est la fabrication des équipements des utilisateurs. De nos smartphones, de nos ordinateurs. Et finalement, après, ce qu'on fait avec, c'est 25%. Donc, c'est vrai que si on regarde des vidéos HD dans le TGV à 300 km/h en 4G, c'est sûr qu'on aura plus d'impact que d'envoyer un petit mail au format texte. Ça, c'est certain. Et donc, si on prend conscience du poids respectif de chacun de nos usages, ça peut effectivement faire une différence. Mais globalement, quand on se concentre que sur nos usages, alors on se trompe de combat, parce que le combat, c'est que il faut fabriquer moins d'équipements et les utiliser plus longtemps. L'enjeu, les deux clés, c'est moins d'équipements qui fonctionnent plus longtemps. Pour ce qui est de la partie qui touche directement les usagers, malgré tout, même si effectivement c'est l'équipement qui pèse le plus, est-ce qu'une des voies d'amélioration, au moins sur cette partie-là, ce ne serait pas de rendre plus transparent le poids de chacune de nos actions sur les réseaux, sur le numérique? C'est-à-dire, en gros, d'afficher plus fortement le fait qu'envoyer un mail, ça a tel impact, le fait que utiliser son smartphone pendant 1 heure, effectivement, comme vous le disiez dans le train, ça a tel impact. Alors en fait, oui, alors pourquoi pas ? Alors après, alors on sait le calculer, on le calcule, mais ça va être dépendant de plein de paramètres, selon qu'on envoie un mail depuis un ordinateur portable qui a 10 ans ou depuis un smartphone qu'on conserve 18 mois en 4G, ou donc les contextes de l'usage, en fait, ça va beaucoup changer les impacts environnementaux, donc ça veut dire qu'il faut
on ne peut pas donner d'ordre de grandeur moyen, ça serait trahir la réalité, puisqu'on ne va pas du tout avoir les mêmes usages au même endroit pour le même mail envoyé, exactement le même message envoyé depuis un smartphone qu'on conserve 18 mois et qu'on connecte en 4G ou depuis un ordinateur portable qui a 6 ans, connecté en ADSL, c'est pas les mêmes impacts, pas aux mêmes endroits. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un paquet d'indicateurs. Mais bon, ça peut être intéressant. Le point clé dans le fait de quantifier chacun de nos usages, je pense, c'est de bien faire prendre conscience aux utilisateurs où se situe l'impact, et c'est pratiquement systématiquement ce qui va ressortir, c'est la fabrication. Et donc je pense qu'on ne peut pas s'arrêter en disant envoyer un mail, c'est tant de gaz à effet de serre, tant d'eau, tant d'épuisement de ressources abiotiques. Alors c'est un premier niveau d'indication qui est intéressant, mais il faut aller vraiment un cran en dessous pour vraiment déclencher des changements de comportement en faisant prendre conscience aux utilisateurs que finalement c'est la fabrication de leurs équipements qui pose problème. Et du coup, on va comprendre que la part du transport et du stockage, et notamment du stockage des mails, est un détail. Et du coup, les gens vont comprendre que supprimer ces mails, c'est d'une crétinerie absolue quand même. Contrairement au message mainstream qui nous a l'injonction que si on supprime pas ces mails aujourd'hui, on a loupé notre vie, quoi. Et donc ça permet, je pense, de re-hiérarchiser les gestes des utilisateurs. De quelle mesure les grands acteurs, les grands fabricants, les grands responsables de l'industrie du numérique sont conscients de cette réalité et vont dans cette direction, ou n'y vont pas d'ailleurs? Aujourd'hui, il y a chez les grands acteurs, les GAFAM, les grands fabricants, etc., il y a une prise de conscience de l'enjeu climatique parce qu'il y a une pression de la société civile. Notamment en France, on a des ONG ou des associations comme Halte à l'obsolescence programmée, les Amis de la Terre notamment, un peu le WWF France, évidemment greenIT.fr, la communauté des acteurs du sujet. On a quelques assos qui les challenge concrètement. C'est ce qui les fait bouger. Et c'est donc globalement sous la pression de la société civile que ces grands acteurs commencent à s'intéresser au changement climatique. Par contre, sur les autres problématiques, on n'a pas encore une prise de conscience générale, donc sur l'épuisement de ressources abiotiques, sur l'eau, sur l'eutrophisation, l'acidification, un certain nombre d'autres indicateurs environnementaux. La plupart en ont juste pas entendu parler, quoi, concrètement. Et donc, c'est la pression de la société civile. Et aujourd'hui, ils réagissent sous la contrainte, très concrètement, sous la pression en termes d'image, de marque. Apple vient d'être condamné par la France à 25 millions d'euros d'amende pour tromperie, sur des faits qui sont plutôt liés à l'obsolescence programmée. Donc ça, c'est c'est la pression de la société civile qui va faire bouger Apple. Et puis par ailleurs, il y a la réglementation, il y a la loi qui leur impose de plus en plus de fabriquer des équipements, si on prend les fabricants, qui soient plus réparables, qui aient une durée de vie plus longue, etc., etc. Moi, je me pose la question, en tant que producteur de podcast, du coût de mon travail. Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Comment est-ce qu'on... Alors, la seule façon de le faire la seule approche professionnelle, c'est une analyse du cycle de vie. Donc, il faut réaliser une analyse du cycle de vie spécifique de la diffusion du podcast, quoi, concrètement. C'est la seule façon d'avoir une idée précise et fiable de quels sont les impacts et quelles sont les principales sources d'impact pour pouvoir après essayer de travailler dessus à les réduire concrètement. Concrètement, ça passe par quoi, une analyse du cycle de vie, si on rentre dans le détail? Une analyse du cycle de vie, c'est finalement à la fois simple et complexe. C'est simple quand on sait faire, mais ça fait peur aux néophytes. L'idée, c'est quoi? C'est de faire l'inventaire de l'ensemble des auditeurs, donc de leurs équipements, qui vont écouter ce podcast depuis un smartphone en 4G, depuis un ordinateur en ADSL, etc., etc. Donc, on fait la liste de tous les équipements. On regarde les moyens de diffusion de votre côté, donc les serveurs qui vont diffuser le flux podcasté. On regarde la connexion réseau au milieu et en fonction de cet inventaire, on va y associer des impacts liés à la fabrication et à l'utilisation des équipements. Et donc, c'est finalement une sorte de grand tableau Excel
pas très compliqué à partir du moment où on a l'inventaire, on a la liste des ordinateurs connectés en train d'écouter le podcast en ce moment, la liste des smartphones, et puis qu'on sait combien ça coûte de fabriquer et d'utiliser un smartphone pour écouter le podcast pendant quelques dizaines de minutes. Et comment on peut après travailler sur la réduction, puisque par essence, on n'a pas la main sur les équipements des gens qui nous écoutent? En fait, alors sur un podcast, ce qu'on peut dire a priori, qu'il faut valider par une étude sérieuse, mais sur un podcast, ce qu'on peut dire, c'est que le gros de l'impact qui va être dans la fabrication et l'alimentation d'électricité du terminal de l'utilisateur, c'est-à-dire pour les auditeurs qui nous écoutent, ça sera la fabrication et l'alimentation d'électricité du smartphone, de l'ordinateur, etc. Le flux réseau, il est finalement relativement faible, proportionnellement à d'autres flux, comme regarder 3 heures de télé en HD sur un écran géant dans le salon, par exemple. Et donc, ce qui va le plus coûter, ça va être globalement la fabrication du terminal de l'utilisateur. Donc, finalement, c'est pas très intuitif, mais si on veut réduire l'empreinte d'un podcast, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que le podcast est diffusable sur des vieux smartphones en 3G ou en 4G, sur des vieux ordinateurs, sur des petites connexions ADSL, pour ne pas déclencher la fabrication d'un smartphone qui permettrait enfin d'écouter le podcast ou d'un ordinateur qui permettrait d'écouter le podcast. On en arrive à des conversations des fois un peu hallucinantes où on va nous dire oui, mais envoyer une newsletter, ça coûte autant que faire un aller-retour Paris-Toronto en avion. On en est à comparer un peu les usages, de faire un peu un classement de qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que allumer WhatsApp, c'est comme faire tourner une ampoule pendant des heures? Est-ce qu'on a raison de se lancer dans ces jeux de comparaison là, ou est-ce que finalement ça n'embrouille pas encore plus le débat et nous fait perdre de vue les enjeux? Alors en fait, à la fois on a raison parce que sans repères chiffrés, on a du mal à changer nos comportements et à agir. Malheureusement, la plupart des comparaisons sont infondées. Typiquement, comparer l'envoi d'un mail ou d'une newsletter avec un voyage en avion, c'est comparer donc un indicateur. Quand on le compare, on le fait sur des émissions de gaz à effet de serre, et c'est laisser croire aux gens qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre dans l'envoi d'un mail. Or en France, 76% minimum de notre kilowattheure électrique est produit avec du nucléaire qui émet très peu de gaz à effet de serre. Et donc, la comparaison ne tient pas la route, concrètement. Mais surtout, ça nous détourne d'une posture globale de sobriété numérique où l'enjeu, c'est pas de comparer chacun de nos usages numériques avec d'autres usages de la vie courante. C'est aujourd'hui, on a la certitude absolue, c'est démontré par des études scientifiques indépendantes, que le numérique représentait 2% des impacts de l'humanité en 2010, 4% en 2020, 6% en 2025. Il n'y a quasiment aucun autre domaine, secteur d'activité dont l'impact environnemental croît aussi vite. Et donc là, il est urgent d'adopter une posture globale de sobriété et donc de redevenir raisonnable dans nos usages. Et typiquement, il y a des usages qui sont absolument délétères, comme par exemple des gens je pèse mes mots, qui écoutent des vidéos. Écouter des vidéos en 4G, quand on a un forfait illimité 4G, c'est quand même totalement déraisonnable eu égard aux impacts environnementaux et aux enjeux, Ce qu'il faut, en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que le numérique est une ressource critique, non renouvelable, qui sera épuisée dans 30 ans. Et ça devrait vraiment nous amener à changer nos usages. C'est une ressource critique parce que nous sommes totalement dépendants, comme des accros, des drogués, du numérique. Si on enlève aujourd'hui le numérique dans la société, en France, on éteint le numérique, c'est le chaos, c'est Mad Max, littéralement, parce que la société ne peut plus fonctionner sans numérique. Donc, on est vraiment dépendant. C'est critique parce que c'est une ressource qui nous permet aussi de relever les grands défis du XXIe siècle, le changement climatique, l'écoulement de la biodiversité, de penser et de construire un monde différent. C'est une ressource non renouvelable parce qu'on la fabrique avec des minerais qui seront épuisés dans 30 ans, et donc on a un mur, on a une frontière temporelle à 30 ans. Et donc, on devrait tous aujourd'hui faire des choix de sobriété numérique
et se poser des questions sociétales, littéralement. Qu'est-ce qu'on souhaite faire avec le numérique ? Est-ce qu'on souhaite relever les grands défis du XXIe siècle ? Est-ce qu'on souhaite pouvoir se soigner, passer un IRM par exemple ? Ou est-ce qu'on souhaite pouvoir changer l'écran géant qu'on a dans le salon pour passer de 4K à 8K puis à 16K pour pouvoir à chaque nouvelle Coupe du Monde de football, j'ai rien contre le foot en particulier, ou chaque Jeux Olympiques ou je ne sais quoi, regarder une image toujours meilleure définition, toujours plus grande. On doit, aujourd'hui, c'est une ressource critique qui est en quantité limitée, le numérique, et on devrait se poser la question pourquoi j'ai envie d'utiliser le numérique ? Histoire de terminer sur une note encore plus positive que tout ce qu'on vient d'évoquer, pas certain que le déploiement de la 5G en France soit une fois tout ça posé un pas dans la bonne direction, puisque très logiquement, ça n'incite pas beaucoup à la consommation raisonnée. Merci à Frédéric Bordage pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.